Bonjour Men, une émission qui se concentre sur l'actualité des immigrés et des communautés hautes dans le Maine. Nous voilà avec une nouvelle édition. Le 7 avril, les Rwandais et leurs amis commémorent le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Bonjour Men vous donnera un aperçu de cette commémoration. Une initiative visant à amortir le choc alimentaire que rencontrent les immigrants au Maine vient de naître. Nous avons les détails. Comment réduire certaines mésattentes familiales entre les mariés? Moi, je ne veux pas attendre seulement que mon mari aille faire ça. Non, il va se fatiguer. J'aurai besoin de lui aussi. Et comment j'aurai besoin de lui? Une maman prodigue des conseils aux autres. Vous êtes les bienvenus dans cette émission sponsorisée par Maine Humanities Council. Au micro, Jean Hakuziman. Les détails dans un instant. This program is sponsored by Maine Humanities, offering Readers Retreat on April 6th in Orono, Scarborough, Lubec, and online. Join other readers from across Maine and 3 Indigenous writers and thinkers as they reflect on Tommy Orange's award-winning novel, They're There. Learn more at mainehumanities.org. Sous 7 avril, les Rwandais et leurs amis commémorent les 30 années après le génocide des Tutsis commis au Rwanda en 1994. Tenu pour la 30e fois à Kigali, au Rwanda, un ensemble de dirigeants de plusieurs pays se sont rendus à Kigali pour témoigner leur soutien au peuple rwandais. Le président rwandais Paul Kagame, entouré de dirigeants des pays africains, européens et asiatiques, a allumé la flamme d'espoir au mémorial de Gisozi. Le 7 avril, une date où les premières tueries ont commencé au Rwanda. Le président Kagame n'a pas mâché ses mots à condamner la communauté internationale. Elle nous a laissé tomber par son inaction, s'exprime-t-il. L'ancien président américain Bill Clinton, qui était à Maison-Blanche pendant le génocide, était parmi les dignitaires à Kigali. Cette commémoration durera 100 jours qui correspondent au début des massacres et à leur fin grâce à la prise du pouvoir par l'armée patriotique rwandaise dirigée par le président Kagame. Les Rwandais à l'étranger aussi commémorent le génocide des Tutsis de 1994. Et le Maine s'apprête à accueillir la commémoration et la réunion des survivants du génocide de l'Amérique du Nord, qui se tiendra du 24 au 26 mai. Un autre événement en rapport avec la commémoration s'est tenu au collège de Betts à Lewiston. Bonjour Men a parlé avec les organisateurs. Écoutons professeur Alexander qui était parmi eux. Donc ici c'est le département d'études françaises et francophones. Et nous sommes avec qui? Avec Alexandre Dogeroth. Moi je suis professeur ici depuis plus de 15 ans à Bates College. Tout est enseigné en français dans notre département. Amadjan Bafka vous rencontre à la veille du 30e anniversaire du génocide qui est Tutsi au Rwanda. Vous vous êtes penché sur le 30e anniversaire. J'ai commencé à travailler sur le génocide contre les Tutsis au Rwanda en 2006. La façon dans laquelle j'ai commencé à être intéressé par ce sujet, ça s'est fait par un livre de Kulsi Lamko, qui est un auteur tchadien, qui s'appelait la Phalène des collines. Et donc, c'était un auteur que j'avais étudié avant parce qu'il avait écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Comme des flèches sur les différentes formes de discrimination qui existent autour du sida dans des communautés rurales en Afrique. Et après, Kulsi Lamko a fait partie d'un groupe d'écrivains d'Afrique francophone qui sont partis en 98 en résidence au Rwanda pendant plusieurs mois. À la suite de ce séjour, ils ont dit ok, on va écrire soit des pièces de théâtre, soit des poèmes, des recueils de poèmes, soit des romans pour essayer de créer au fond une littérature qui témoigne de ce qui s'est passé au Rwanda, puisque parmi les survivants du génocide, il n'y avait pas une communauté d'auteurs capables de créer ceci artistiquement ou culturellement en tout cas à l'époque. Voilà, et donc c'est comme ça que
j'ai découvert ce corpus littéraire et puis de fil en aiguille, je me suis spécialisé dans la littérature testimoniale qui liée au génocide des Tutsis au Rwanda. Et donc maintenant j'enseigne un cours qui porte sur les représentations littéraires, théâtrales et cinématographiques du génocide. Et donc ce qu'on étudie dans ce cours, ce n'est pas l'expérience propre du génocide, parce que ça, c'est pas quelque chose que je peux enseigner, puisque je l'ai pas vécu. Ce qu'on étudie, c'est comment différents genres essayent de faire imaginer, faire comprendre à des spectateurs, des lecteurs, ce qui s'est passé au Rwanda en 94 et aussi dans les décennies qui ont précédé, les décennies qui ont suivi pour ça. Donc on travaille sur des construction littéraire, théâtrale ou documentaire ou cinématographique du génocide, en essayant de voir quels sont les choix que font des auteurs pour raconter une histoire, sachant qu'on ne peut jamais raconter toute l'histoire dans ce cas, puisque dans les choix que font ces réalisateurs, il y a aussi, ça peut être des choix politiques, idéologiques, commerciaux. Il y a toute une série de facteurs qui font qu'on va raconter une histoire d'une certaine façon. Donc les étudiants, ils apprennent sur l'histoire du Rwanda, ils apprennent sur qu'est-ce que ça veut dire de raconter ou de témoigner du génocide. Donc c'est dans ce cadre-là ou dans cette perspective-là aussi que j'ai voulu inviter des différentes personnes qui ont survécu et qui ont écrit sur leur expérience. Et puis on s'intéresse aussi ensuite à développer un regard critique sur les façons dans lesquelles on raconte un passé traumatique ou un passé problématique politiquement. Donc c'est aussi quelque chose ici que les étudiants peuvent après utiliser pour questionner d'autres représentations vis-à-vis d'autres formes de violence étatique, pas seulement liées au Rwanda ou limitées au Rwanda. Le génocide, c'est, disons, la forme la plus extrême de la violence et de la désocialisation. La société impose à une partie de sa communauté. Et voilà, chacun des trois invités, que ce soit Chantal Kaitesi, Esther Mujawayo ou Jean-Bosco Rutagengwa, voilà, ils ont chacun dû se poser d'une façon ou d'une autre la question de la transmission de leur expérience, que ce soit la transmission, je dirais, à la communauté rwandaise, à la communauté internationale, mais aussi la transmission à l'intérieur de leur propre famille. Vous enseignez, vous faites de la littérature, vous faites des films sur le génocide. Comment vaincre le cycle du traumatisme? Bon, la question du traumatisme lui-même, je crois que on ne peut pas éradiquer un traumatisme, d'après ce que j'ai lu, mais il s'agit surtout d'apprendre à vivre avec, ou de ne plus en être la victime. C'est-à-dire que le traumatisme n'est plus une emprise telle sur la personne qui a survécu, au point où cette personne, au fond, ne peut pas vivre dans le présent. Alors, par exemple, le titre du premier témoignage d'Esther Mujawayo, c'est « Survivante » avec un V majuscule. Une des choses qu'elle souligne, c'est de passer du statut de quelqu'un qui n'a pas choisi de subir la violence génocidaire, et donc de passer de ce statut de victime à celui d'une personne qui, aujourd'hui, choisit d'être vivant. C'est faire en sorte que le trauma ne vous maintienne plus prisonnier d'un passé et arriver à gérer une relation vis-à-vis de ce trauma qui vous permet d'être présent dans le présent. Ça ne veut pas dire « j'ai tourné la page une fois pour toutes ». Le passé est toujours là. Si vous avez un message à donner aux auteurs, à leurs descendants, parce que ça fait le cycle du traumatisme. Oui. Dans les réactions, les comportements de la part de certains génocidaires, certains se sont sentis coupables au point où ils ont œuvré pour le bien de certains survivants. D'autres, au contraire, ont persisté dans leur idéologie génocidaire et ont assassiné des survivants pour qu'ils ne puissent pas témoigner contre eux. L'attente la plus grande, c'est de dire la vérité.
parce que paradoxalement, beaucoup de génocidaires sont les seuls qui savent exactement ce qui s'est passé, où certaines personnes ont été tuées, où certains corps se trouvent aussi, puisque certains corps n'ont toujours pas été retrouvés. La forme la plus perverse, c'est de continuer à mentir ou de manipuler. Mais je crois que le travail le plus difficile, c'est de dire, voilà, il y a un moment où je n'ai plus reconnu l'humanité chez autrui, et ça, c'était ma plus grande faute, et d'avoir massacré des personnes simplement pour le fait que ces personnes soient Tutsis en l'occurrence. Dans le cas d'autres génocides, ce sont d'autres étiquettes ou d'autres, disons, formes d'identité. Reconnaître cette faute-là, de ne plus voir à un moment l'humanité chez autrui, voilà, c'est ça le plus grand danger. Ce danger existe même ici aux États-Unis. Il n'y a qu'à écouter certains politiciens ce week-end quand ils parlaient des immigrés en disant, voilà, ce ne sont même pas des humains. Saviez-vous que le choc alimentaire n'est pas si simple pour les nouveaux arrivants au Maine? Lorsque les familles des réfugiés et des demandeurs d'asile arrivent dans le Maine, le choc alimentaire est fréquent. Les services alimentaires locaux n'ont généralement pas de légumes verts sains et consistants, tels que le chou frisé ou le chou vert, qui sont des éléments clés dans la préparation de nombreux repas d'immigrés africains. Et comme ces légumes sont souvent chers à l'achat, de nombreuses personnes ne préparent pas des repas sains et culturellement adaptés que les cuisinés dans leur pays d'origine et remplacent ces plats par des aliments moins sains pour les familles. Un nouveau projet de collaboration a l'intention de changer tout cela. La fondation Elmina Seward a apporté son soutien financier à Wayside Food Programs, Farms for Food Equity et Maine Farm and Sea Cooperative pour mettre en place le Maine Immigrant Greens Collaborative. Cette collaboration fournira des légumes verts et consistants de saison aux gardes-manger locaux sans frais pour les familles. Les légumes verts congelés seront proposés pendant le mois d'hiver. L'objectif sur 2 ans est de fournir 30 000 livres de produits nutritifs cultivés localement au système alimentaire caritatif du sud du Maine. La collaboration démontre que les produits de base cultivés dans le Maine, sous-utilisés et recyclés, peuvent remplacer efficacement les ingrédients utilisés dans les pays d'origine. Les feuilles de brocoli et de chou-fleur peuvent être mélangées dans un produit congelé. Les couronnes de choux de Bruxelles et les feuilles de patates douces peuvent également être recortées et incorporées dans des alternatives culturellement appropriées. La collaboration s'associe à des organisations dirigées par les immigrés telles que Inha Pleasance à Portland, Mary's Nutrition Center à Lewiston, pour proposer des cours de cuisine gratuits s'opprêtant aux membres de la communauté qui souhaitent apprendre à utiliser les légumes verts cultivés dans le Maine et dans des recettes africaines traditionnelles. Avec le soutien de la fondation Henry Kender, l'association travaillera avec les chefs locaux Khadija Ahmed et Samantha Gasbro pour aider les districts scolaires de South Portland, Westbrook et Lewiston à élaborer et à servir des repas africains traditionnels comprenant des légumes verts du Maine plus tard au printemps. L'extension des repas scolaires dans ces districts s'appuie sur les efforts antérieurs de l'initiative Food Fuels Learning, soutenue par Food Plates Food Potential, Cultivating Community et le Cumberland County Food Security Council. Des mises à jour sur le projet seront publiées dans Amjamba Africa au fur et à mesure de l'avancement de la saison de culture. Le mois passé, nous vous avons présenté les récits des femmes unies dans les coopératives pour leur développement. Dans Bonjour Maine, Baby Masaka continue à prodiguer des conseils aux couples mariés qui font souvent face aux mésattentes dans leur union. C'est que nous en avons s'occuper de la maison, s'occuper des enfants, de la famille, machin. Et nous venons ici, nous apprenons leur culture et ils vont dans les business, ils font le tout ensemble. Donc, mais je ne peux pas dire qu'ils se comparent à l'homme.
Mais et dans leur culture, l'homme et la femme sont pratiquement égaux. Ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut faire. Contrairement de là où nous venons. Là où nous venons, l'homme est le chef de la famille, il est à la tête, c'est lui qui doit aller travailler pour ramener, c'est lui qui va faire le business pour ramener la famille. La femme est là seulement pour s'occuper de l'homme qui sort le matin, rentre le soir et s'occuper des enfants, des fois. Voir les devoirs avec les enfants. Mais la femme américaine, ce n'est pas ça. Il sort le matin comme l'homme sort. Et c'est cette culture-là, nous voulons ajouter à notre culture, à nos valeurs. Comment est-ce que vous vous donnez des conseils afin que vos ménages survivent à l'américanisation? C'est qu'on a toujours dit à nos sœurs africaines, partageons les temps. On a 24 heures. Le mari doit aller au travail pour 8 heures ou pour 10 heures ou pour 12 heures. Peu importe l'heure qu'il va aller au travail. Toi aussi de même. Si lui il va pour 8 heures, toi tu peux aller pour 8 heures aussi. Si lui il va pour 12 heures, toi tu restes pour 8 heures. Si lui il va pour 10 heures, si toi tu vas pour 12 heures, prenons les temps. Qui va accompagner les enfants à l'école? Qui va aller prendre les enfants? Comme les hommes ne savent pas trop aller à la cuisine pour préparer. Toi maman, tu as l'obligation de nourrir ta famille. Prends ton temps. Ou soit, c'est avant d'y aller au travail, tu apprêtes tout pour ton mari et pour tes enfants, pour leur laisser safe à la maison, qui ne manquent pas à manger. Tu les fais, toi, maman. Parce que ça, c'est ligne de notre qualité, de notre culture. C'est nous, maman, qui prenons soin de la famille. Donc, on doit y continuer, même si on est dans les pays où on ressent que l'heure est calculée, tout est difficile. Pour arriver au bout du mois, il faut faire 50-50. En dehors du 50-50 de l'argent, toi, tu as intérêt de travailler ou 75% de plus. Pourquoi? Parce que tu dois occuper des habits de tes enfants, de ton mari, à manger de tes enfants et de ton mari. Tu dois ménager la maison. Tu dois faire le ménage chez toi à la maison. Tu dois tout arranger pour que l'extérieur te voie comme des gens qui vivent dans une société normale. En dehors de tout ce qu'on peut avoir comme difficulté de la langue, comme difficulté d'adaptation, de s'intégrer. Mais nous voulons garder cette culture-là d'abord à la maison, que la femme s'occupe de la maison, en dehors d'aller chercher de l'argent pour compléter l'argent de son mari, pour faire face à tout ce qu'on a besoin. Est-ce que ça pénètre et c'est bon, les gens comprennent ça ou bien? Les gens qui comprennent, ce sont les couples qui sont là, stables. Les gens qui ne comprennent pas, vous m'avez dit tantôt là, qu'il y a des couples qui se déchirent. S'ils comprenaient comment ils doivent se comporter, les couples n'allaient pas se déchirer à tout moment. Les couples se déchirent juste pour les compréhensions des temps de l'homme, des temps des mamans. Le couple se déchire juste parce que l'homme a gagné un peu plus que lui. Il veut que lui, avec ses 75% qu'il a gagné, tandis que l'homme a gagné 100% qu'il mette 50-50. Et s'ils se mettent dans ce petit détail-là, ils ne vont pas rester ensemble. Vous l'avez évoqué, si on ne sait pas cuire, il faut que vous cuisinez, puis... Il faut seulement se compléter. Tel que moi, je donne seulement mon exemple. Je suis avec mon mari. Notre parcelle est vaste. Quand il y a les snows, on n'appelle pas les trucks pour venir nous enlever ça. On est là. Papa, moi et nos enfants, on enlève ça de nous-mêmes, les snows. Moi, je ne veux pas attendre seulement que mon mari aille faire ça. Non. Il va se fatiguer. J'aurai besoin de lui aussi. Et comment j'aurai besoin de lui? Comment il peut être à mes côtés? On doit faire le travail à moitié-moitié pour que chacun de nous garde son énergie. La mobilisation des fonds pour initier des projets, mobilisation des originaires du Congo pour les élections à venir, réaction sur l'actualité des immigrants et plus sont les sujets de la conversation que Bonjour mène a eu avec Mardoché Mbongi, représentant la communauté congolaise du Maine. Bienvenue Mardoché, et à ce que j'attends, la Cocomène vient de décrocher un nouveau sponsor fiscal. Parlez-nous de cela. Ça s'appelle ICI, Immigrant Community Integration. C'est cette structure qui nous a donné le programme que nous avons, les Administrative Support, et qui a développé c'est comment aider les immigrants, ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir un avocat ou d'être assistés par des organisations des avocats gratuitement. Alors, maintenant, ce programme nous a donné un système qui permet à ce qu'on puisse aider les gens à demander déjà l'asile en attendant
son permis de travail, obtenir son permis, commencer à travailler, produire des moyens pour maintenant payer un avocat. Mais lorsqu'ils demandent leur asile, ils ne déclarent rien dans leur dossier, sinon l'objet de la demande. S'ils sont victimes de la torture ou ils ont une opinion politique contraire au gouvernement, ou ils sont victimes du genre racial ou des problèmes religieux ou quoi que ce soit, tous les intitulés de l'asile, néanmoins ils indiquent. Mais quand ça se concerne les détails de pourquoi tu es venu demander l'asile, qui t'a fait quoi, qu'est-ce qui t'est arrivé, quand et comment, ces détails-là sont réservés à être fournis au juge, mais via son avocat. Donc, ça leur permet déjà de demander l'asile sans pour autant de souffrir à collecter beaucoup d'informations à donner. Et depuis, la COCOMEN a aidé près de 700 individus et familles. 700 Depuis mars 2023, à ce jour, nous sommes autour de 703. C'est grâce à cette organisation ICI qui s'est mise à pied d'œuvre, qui a conçu son programme et qui nous a donné le programme et nous avons implémenté. Alors ICI maintenant va jouer le rôle de fiscal sponsor pour beaucoup d'organisations, notamment la COCOMEN, parce que nous souffrons de ces problèmes de fundraise. Et cette nouvelle coopération va couvrir, disons, cette année même. Quels sont les gros projets que vous comptez mobiliser les fonds pour? Cette année ici, nous avons prévu organiser un grand fonds pour cette activité de football qui va répondre à deux objectifs majeurs de social connectedness entre immigrants et aussi à donner un peu le sourire parce que le football, c'est un loisir qui donne beaucoup qui aide beaucoup vraiment les gens à s'ouvrir. Aussi sur le plan mental health, la physique a un rôle important. Donc maintenant, ce programme de COCOMEN League qui va commencer le 30 juin, le jour de l'indépendance de la RDC, et qui va connaître un essor important pour 2 mois et demi, où il y aura des équipes qui sont représentées par leurs organisations comme des pays comme Burundi, comme les Somaliens, les Soudanais et consorts, les Congolais. Alors, et ICI, en tant que fiscal sponsor, va faciliter à ce que COCOMEN puisse fundraise pour la tenue de cette activité. Nous approchons la période électorale. Comment est-ce que vous, en tant que COCOMEN, vous êtes en train de mobiliser les gens pour ne pas ignorer cette activité? Nous avons le programme à soutenir, par exemple, beaucoup de gens qui sont déjà américains, mais qui n'ont pas suffisamment d'informations sur leur droit de participer à cette échéance électorale. C'est comme ils sont membres de notre organisation, Congolais d'origine, les sensibiliser à pouvoir jouir de leurs droits en tant qu'Américains, de pouvoir voter, mais en choisissant de bons candidats, qui comprend la question essentielle et cruciale de l'immigration. Parce que nous, en tant qu'immigrés, si eux, ils sont devenus américains, ils le sont devenus parce que le système leur a permis, et beaucoup de gens ne le deviendront pas parce que le système a aussi des blocages qui ne permettent pas que ces gens-là acceptent. Donc, il faut voter un bon candidat qui comprend la donne de l'immigration, qui a un bon plan pour l'immigration afin de faciliter la majorité des personnes qui sont en ordre, qui sont conformes à pouvoir accéder à leurs bénéfices de l'immigration, notamment celle de devenir américain par la voie d'asile, parce que beaucoup de demandeurs d'asile qui ont de strong cases, mais qui n'ont pas été appelés par les juges, justement parce que le système n'a pas renforcé au niveau des juges, la capacité au niveau des juges, au niveau des asylum officers, il y avait vraiment une carence et cette carence a causé les retards et ces retards empêchent à beaucoup de gens d'accéder à leurs bénéfices de l'immigration. Votre réaction sur le président Biden qui a récemment élargi le temps de permis de travail, ça peut aller jusqu'à 540 jours, je crois. Je suis très content parce qu'à l'époque de la Covid, ils avaient appliqué ça et c'était bien.
Maintenant là qu'ils ont repris ça, parce que beaucoup de gens ne peuvent pas aller au boulot parce que leur permis a expiré, le renouvellement prend 1 année 6 mois avant que vous ayez ça dans votre mailbox. Et pendant les 1 année 6 mois, vous ne travaillez pas, vous ne pouvez que vivre de unemployment. Et unemployment, à partir du moment où il sait que vous n'avez pas de permis de travail, il ne peut pas vous donner des unemployment. Et vous devez aller chercher l'aide de GA. Et si vous allez à GA, si vous êtes propriétaire de maison, vous ne pouvez pas obtenir l'aide de GA. Donc, il y a un sérieux problème. Et la loi qui permet à ce qu'on puisse étendre à 540 jours est une réponse favorable à cette inquiétude. Nous ne pouvons qu'apprécier l'administration Biden pour ces soutiens qu'ils ont fait à la plupart des asylum seekers. Et voilà, nous sommes à la fin de cette émission et nous vous remercions sincèrement de nous avoir prêté une oreille attentive. Avez-vous une histoire pertinente dans la communauté? Appelez-nous ou envoyez-nous un message à amjambafrica@gmail.com. Je vous invite à la prochaine émission. Prenez soin de vous.